Pour les économistes comme pour les diplomates, l'enjeu se résume à une tension simple. Ce trésor fera-t-il du Burkina Faso un acteur souverain ou le cœur d'une nouvelle ruée mondiale vers le contrôle ? Dans ses premières prises de parole, le pouvoir met en avant une promesse nette. Transparence, contrôle national, partage équitable des bénéfices au service de la population. Mais derrière chaque promesse officielle se profile un risque classique en Afrique, celui de voir les appétits extérieurs et les rivalités internes transformer l'unité retrouvée en fracture durable. Le pays se découvre soudain ce que certains analystes appellent déjà le levier du siècle. Un atout capable de déplacer le centre de gravité de la géopolitique régionale. Si ce levier est mal utilisé, il peut toutefois devenir un fardeau diplomatique, financier et sécuritaire dont le coût dépasse largement l'éclat du diamant brut. Le mini-révélateur de cette histoire tient en quelques chiffres froids. Selon les relevés conjoints des satellites chinois et des laboratoires burkinabés, la masse de diamants exploitables sous le Somgand avoisinerait les 14 millions de carats, avec une pureté moyenne estimée à 92,7%, un record mondial. Ce volume dépasserait d'environ 30% le plus grand gisement connu en Afrique australe, faisant basculer le Burkina Faso d'un statut de pays marginalisé à celui d'acteur stratégique au cœur des flux miniers mondiaux. Pourtant, la découverte elle-même tient presque de l'accident. Une mission de prospection de routine, une série de schémas anormaux sur les écrans, puis l'alerte en chaîne. En moins de 3 heures, la capitale Ouagadougou se retrouve en état d'alerte scientifique, des hélicoptères militaires sécurisent la zone, les premières équipes de géologues chinois et burkinabés sont dépêchées sur le volcan. Le gisement apparaît d'une continuité inédite, si massif que les experts doutent un instant de leurs propres instruments. Le soir même, les chancelleries de Washington, Paris, Pékin et Moscou échangent des notes confidentielles. Le centre de gravité de l'Afrique, jusqu'ici dispersé entre pétrole, gaz et minerais rares, semble se déplacer vers ce pays sahélien. Au milieu de cette effervescence, Ibrahim Traoré choisit un ton mesuré. À la télévision nationale, il déclare que ce qui a été trouvé n'est pas un trésor à vendre, mais une épreuve collective, insistant sur le fait que la ressource appartient d'abord à la terre et à ceux qui y vivent. Dans les marchés, les radios et les villages, ce langage transforme progressivement la stupeur en fierté et l'espoir abstrait en horizon tangible, même si les risques restent à peine nommés. Dans ce récit, la figure qui cristallise les attentes et les craintes est celle du président burkinabé. À 36 ans, Ibrahim Traoré incarne à la fois la jeunesse, la rigueur militaire et une volonté affichée de rupture avec les schémas de dépendance hérités. Son style tranche avec les proclamations triomphalistes que l'on a souvent connues lors des grandes découvertes de ressources. Discours sobres, formules courtes, insistance sur la discipline collective plutôt que sur la victoire personnelle. Sa phrase « Ce diamant n'est pas la fin de notre lutte, il en marque le commencement » se diffuse rapidement dans les casernes, les universités et les rédactions. Dans les jours qui suivent, l'impact est déjà visible à plusieurs niveaux. Sur les marchés financiers, le cours du diamant connaît une hausse spéculative, tandis que les analystes internationaux s'efforcent d'en minimiser les implications pour éviter la panique. Dans le pays, l'effet est plus intime. Les conversations quittent le terrain de la simple survie pour aborder celui de l'avenir, de la dignité, de la maîtrise de soi. Les anciens racontent que les ancêtres auraient gardé ce secret jusqu'au moment où le peuple serait prêt à le recevoir. Les étudiants brandissent des drapeaux, les radios rediffusent des chants patriotiques, les villages organisent des cérémonies de gratitude. En quelques jours, la découverte agit comme un miroir qui renvoie aux Burkinabés une image moins fragmentée, celle d'une communauté soudain rassemblée autour d'un même battement de cœur. Tout commence par une vibration étrange sur les capteurs d'un drone de prospection, un matin de septembre 2025. À 9h46, l'anomalie est confirmée par satellite. Les données indiquent des zones de densité minérale si élevées qu'aucune simulation préalable ne les expliquait. Avant midi, un convoi militaire décolle en direction du Somgand. Les communications sont filtrées, la zone progressivement bouclée, les premiers prélèvements entamés dans un silence méthodique. En moins de 4 heures, ce qui n'était qu'un point sur une carte devient le site le plus surveillé du pays.
Les géologues burkinabés et chinois se relaient au bord du cratère. Les premiers échantillons remontent, d'une pureté telle que les équipes vérifient à plusieurs reprises leurs instruments. Les laboratoires confirment l'impensable. Un gisement continu, massif, d'une qualité exceptionnelle. La nouvelle franchit alors les frontières de la discrétion technique. À Ouagadougou, les responsables politiques reçoivent les premiers rapports, encore prudents dans leur formulation, mais déjà lourds de conséquences. Le soir même, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Son message est dépourvu de triomphalisme. Ce que le pays tient entre ses mains n'est pas seulement un don, mais une épreuve qui exigera discipline, patience et lucidité. Il rappelle que la vraie valeur d'une ressource dépend de l'usage qu'on en fait et non de son éclat brut. Les radios rediffusant la phrase, les réseaux de discussion informels s'en emparent. Les jours suivants, le rythme collectif change. Les marchés vibrent au son de chants patriotiques. Dans les rues, on parle de réveil, pas seulement de survie. Les villages organisent des cérémonies de gratitude autour du volcan, désormais perçu comme un lieu à la fois scientifique et spirituel. L'armée maintient un périmètre de sécurité strict. Les drones civils sont interdits de survol. À l'international, les capitales réagissent en cascade. À Washington, on décrit un événement à implication stratégique. À Paris, le ton se fait plus froid et la presse évoque la fin d'un certain ordre régional. À Pékin et à Moscou, on met en avant la réussite d'une coopération scientifique exemplaire avec un partenaire africain en ascension. Pourtant, derrière cette effervescence, un silence s'impose, celui d'un pays qui sait que la véritable bataille ne sera ni géologique ni médiatique, mais politique. La découverte du Somgand agit déjà comme un test de maturité, autant pour le Burkina Faso que pour ses interlocuteurs extérieurs. Les données publiées dans les jours qui suivent la découverte permettent d'établir une première architecture objective du phénomène Somgand. Le point de départ, le baseline, repose sur la capacité actuelle du Burkina Faso à exploiter ses ressources minières. Infrastructures limitées, formation technique partielle, dépendance historique aux capitaux étrangers. C'est précisément ce fossé qui donne tout son sens au delta, l'écart entre les moyens existants et l'ampleur réelle du gisement. Le premier chiffre, celui des 14 millions de carats exploitables, circule vite dans les rapports internes. Il représente un volume susceptible de redéfinir les flux mondiaux du diamant et de déplacer les pôles traditionnels de la filière. La phrase qu'on lit dans la marge des documents est simple. Un tel stock modifie l'équilibre des négociations. Le second chiffre, la pureté moyenne de 92,7%, surprend autant les géologues que les négociants. Ce niveau rarissime implique qu'une grande partie du matériau peut être directement destinée à la transformation haut de gamme, sans passer par les longues étapes de tri et de purification habituelles. Dans l'industrie, on dit que la pureté achète du temps, car elle réduit les coûts intermédiaires. Le troisième indicateur, estimé par les modèles géologiques, évoque une formation vieille d'environ 12 millions d'années. Cette profondeur temporelle suggère une stabilité exceptionnelle de la couche minérale, renforçant la possibilité d'une extraction progressive et maîtrisée. Un cycle géologique long permet en effet de planifier une exploitation à horizon de plusieurs décennies. Ces chiffres, froids mais implacables, sont projetés sur les écrans lumineux de la présidence. Des cartes affichent les zones de densité, des courbes superposent les estimations de flux, des schémas montrent les scénarios de transformation locale. Dans les couloirs, les conseillers comparent des modèles économiques, évaluent les risques diplomatiques, listent les interdépendances technologiques. Dans ce cadre, la discipline devient une méthode. Le ministre de la Planification évoque une feuille de route de précision où chaque décision doit être mesurée, vérifiable et soutenue par un indicateur clair. Le discours officiel insiste déjà sur 4 axes: éducation, innovation, souveraineté et durabilité. Autour de ces piliers, une politique minière nouvelle commence à prendre forme, même si ses contours exacts restent en construction. Pour la population, ces données ne se résument pas à des nombres abstraits. Elles résonnent avec un changement de rythme visible. Écoles rénovées, formation accélérée, premiers ateliers techniques dans les universités. Dans les villages, les analystes amateurs commandent ces chiffres comme s'ils décryptaient les signes d'une promesse collective.
L'enjeu n'est plus seulement de comprendre la valeur du diamant, mais de saisir la trajectoire qu'il ouvre. Deux visions s'affrontent désormais autour du Somgand, chacune portée par ses arguments rationnels, ses calculs, ses mises en garde. Le premier camp, celui des économistes libéraux, défend une ouverture internationale rapide. Selon eux, un gisement d'une telle ampleur ne peut être exploité efficacement sans capitaux externes, technologies avancées et infrastructures lourdes. Les partenariats avec la Chine, la Russie ou les États-Unis ne seraient pas une menace, mais une condition pragmatique pour éviter l'enlisement administratif. Il rappelle qu'une intégration rapide aux circuits mondiaux pourrait augmenter les revenus nationaux d'environ 30% dans les 5 prochaines années, sous réserve d'un cadre stable. En face, les partisans de la souveraineté rappellent l'histoire du continent. Chaque ressource exploitée sans contrôle local s'est transformée en dépendance durable, même lorsque les chiffres semblaient prometteurs au départ. Pour eux, la véritable richesse ne réside pas dans la pierre brute, mais dans la compétence nationale. Former des ingénieurs, bâtir une industrie locale de transformation, protéger les terres des effets collatéraux. Ils résument leur position par un principe sévère. Un peuple qui ne maîtrise pas la valeur de ses ressources perd sa liberté, même en pleine prospérité. Entre ces pôles, une réponse nuancée s'impose. Les données issues des premières semaines montrent que le pays peut construire une trajectoire hybride, accorder un espace à la coopération internationale tout en garantissant un contrôle politique centralisé. Les modèles présentés à la présidence montrent qu'une stratégie d'ouverture sélective permettrait de sécuriser l'accès aux technologies critiques sans céder la gouvernance. Cette position médiane n'annule pas les risques, mais elle offre un cadre réaliste pour éviter le double piège de l'autarcie improductive et de la dépendance totale. Ainsi se dessine le cœur du débat, produire vite ou maîtriser longtemps. La réponse n'est pas encore arrêtée, mais elle devra s'appuyer sur les faits, les capacités réelles et la lucidité stratégique. Une découverte change tout. Au milieu des analyses, un rapport discret signale la présence de couches minérales inattendues sous les diamants. Ces strates, denses et peu documentées, contiendraient des éléments rares utilisés dans les technologies émergentes, notamment les composants critiques de l'électronique avancée. L'information reste confidentielle, mais elle modifie déjà la posture stratégique du pays. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation constitue un tournant. Elle signifie que la question ne concerne plus seulement la valeur marchande du diamant, mais la maîtrise d'une ressource dont dépendront des industries entières au cours des prochaines décennies. Dans les réunions à huis clos, les conseillers évoquent la possibilité que le Somgand devienne non pas une mine, mais une base technologique future. Les diplomaties étrangères, elles, perçoivent rapidement le changement de tonalité dans les communiqués burkinabés. Cette découverte renforce l'idée que le Burkina Faso entre dans une zone où chaque décision détermine non seulement son avenir immédiat, mais la place qu'il occupera dans un monde de plus en plus fragmenté. Dans cette tension nouvelle, la prudence devient une ressource stratégique. Pour le gouvernement, et la découverte transforme l'architecture administrative. Un décret crée un comité national de supervision minière, chargé de valider chaque concession, chaque exportation et chaque flux financier. Les premières réunions m'ont tenté que la priorité est la stabilité. Éviter la spéculation interne, rassurer les partenaires extérieurs et préserver le contrôle stratégique. La phrase répétée dans les ministères est attribuée à Ibrahim Traoré. Ouvrir les portes sans céder les clés. Dans le monde des affaires, les marchés connaissent une volatilité inédite. À Dubaï, Anvers et Londres, les cours du diamant grimpent de 22% en 3 semaines avant de se stabiliser. Les groupes miniers internationaux cherchent à s'implanter, mais la loi burkinabé limite désormais la participation étrangère à 35%, ce qui réduit les marges d'influence. Les entreprises africaines, elles, voient une opportunité d'équilibrer un secteur longtemps dominé par les consortiums occidentaux. Chez les citoyens, l'impact prend une dimension presque spirituelle. Les écoles réintroduisent les sciences appliquées, les universités ouvrent des filières d'ingénierie minière, les villages organisent des cérémonies mêlant symbolique ancestrale et discours moderne. L'espoir n'est plus abstrait. Il se manifeste dans les gestes quotidiens, les projets locaux, les formations accélérées.
Pour beaucoup, la découverte du Somgand devient un rappel que la dignité peut renaître à partir de la terre elle-même. Dans les pays voisins, Niger, Mali, Tchad, la nouvelle agit comme un signal d'émancipation. Chacun lance des audits miniers, propose des mécanismes de gestion collective des ressources, discute de coopération transfrontalière. Un mouvement régional semble émerger, cherchant moins à imiter le Burkina Faso qu'à reprendre en main son destin économique. Dans cette dynamique, le Sahel se découvre une unité inattendue. On peut envisager ici la stabilisation prudente. Le Burkina Faso poursuit une exploitation contrôlée du Somgand. L'État consolide ses alliances africaines, renforce la formation nationale, améliore progressivement la transformation locale du diamant. Les revenus financent les infrastructures essentielles et l'innovation. Les tensions géopolitiques persistent, mais restent maîtrisées grâce à une diplomatie mesurée et à la transparence relative des opérations. On peut imaginer un scénario optimiste marqué par une montée en puissance. Le consortium panafricain imaginé depuis des années s'institutionnalise. Les pays du Sahel unissent leurs ressources stratégiques et négocient ensemble avec les puissances extérieures. Une agence continentale de certification voit le jour, garantissant la traçabilité et réduisant l'influence des intermédiaires. Dans cette configuration, le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté coopérative et la croissance régionale dépasse les 8% annuels. On peut également envisager une fragmentation comme issue moins favorable. Les pressions extérieures et les rivalités internes créent une instabilité progressive. Les revenus nourrissant la corruption, les influences étrangères exploitent les divisions, les réformes s'enlisent. Le diamant perd sa valeur symbolique et redevient une ressource disputée, incapable de transformer durablement la structure sociale. Le pays retombe dans le cycle qu'il espérait briser. On peut alors proposer une piste de réflexion. Dans les trois scénarios, la variable déterminante n'est ni le volume du diamant, ni la vitesse d'exploitation, mais la capacité du pays à transformer la ressource en compétence durable. Penser en termes d'indépendance, c'est accepter que la richesse n'est pas une fin, mais un moyen de bâtir une souveraineté collective. Les répercussions de la découverte ne se limitent pas aux institutions ou au marché. Elles touchent directement trois groupes: les jeunes, les travailleurs et les familles rurales. Pour les jeunes, le Somgand devient un symbole de possibilités. Les filières scientifiques reprennent dans la vigueur, les programmes de formation accélérée s'ouvrent, les ingénieurs évoquent pour la première fois la perspective de contribuer à un projet national sans quitter le pays. Les universités observent une hausse des inscriptions dans les départements techniques, portés par la conviction qu'un avenir professionnel peut se construire sur place. Pour les travailleurs, l'enjeu est double. Il s'agit de sécuriser des emplois stables, mais aussi de garantir que la transformation industrielle ne se fasse pas au détriment des droits sociaux. Des ateliers de formation apparaissent dans plusieurs régions, permettant à des centaines de personnes de se préparer aux nouveaux métiers miniers. Dans les campagnes, la dynamique est différente, mais tout aussi profonde. Les anciens voient dans le volcan un signe spirituel, un rappel que la terre peut se dévoiler lorsque les cœurs sont prêts. Les familles parlent de dignité, de mémoire, de la possibilité de transmettre autre chose qu'un récit de survie. Le Somgand devient ainsi un miroir. Il reflète ce que chaque citoyen aspire à devenir. Le plan présenté par Ibrahim Traoré repose sur un principe clair: transformer la ressource en compétence durable. Il s'articule autour de 5 étapes clés, chacune conçue pour renforcer la souveraineté tout en évitant les écueils classiques des économies extractives. Le gouvernement inaugure l'Académie nationale des mines, avec l'objectif de former plus de 500 ingénieurs d'ici 2027. Ces spécialistes deviendront les gardiens du savoir plutôt que les exécutants de contrats étrangers. Une agence indépendante surveille les concessions, les flux et les exportations. Chaque transaction requiert une double signature, celle de l'État et celle d'un comité citoyen chargé de garantir la transparence. Un fonds souverain commun réunit le Burkina Faso, le Niger et le Mali afin de mutualiser les revenus miniers et financer des infrastructures transfrontalières. Une part des profits est investie dans la reforestation et la protection des sols pour éviter que la prospérité n'érode les écosystèmes. Les données géologiques non sensibles deviennent publiques
afin de soutenir la recherche africaine et stimuler l'innovation locale. Cette méthode ne promet pas la perfection, mais elle trace un cap solide. Au cœur du Sahel, le Somgand ne dort plus. Son silence millénaire s'est changé en battement de cœur national, porté par l'élan d'un peuple décidé à reprendre possession de sa propre histoire. Lors d'une cérémonie tenue au pied du volcan, Ibrahim Traoré rappelle que ce lieu, autrefois simple montagne, est devenu un miroir de conscience, un rappel que la dignité ne se reçoit pas, elle se construit. Les anciens murmurent que la terre s'est dévoilée lorsque les cœurs étaient prêts. Les enfants apprennent que leur sol porte plus que des pierres précieuses. Ils portent la mémoire d'un peuple qui refuse de plier. Dans la lumière rouge du crépuscule sahélien, une certitude s'impose. La dignité ne se vend jamais. Cette phrase, reprise dans les rues, résonne comme un pont entre le passé et l'avenir, entre les ancêtres et les enfants à venir. Le Somgand n'appartient plus seulement aux géologues ni aux diplomates. Il appartient à tous ceux qui croient qu'un continent peut écrire son destin sans demander la permission. La découverte rappelle que la richesse ne vaut que si elle élève les consciences autant que les chiffres. Aujourd'hui, l'Afrique observe, réfléchit, se prépare. Le défi n'est plus simplement d'extraire, mais de transmettre, d'enseigner, de bâtir. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette trajectoire nouvelle, qu'il vive à la ville, dans les campagnes ou aux frontières du Sahel. Alors une question demeure, simple mais essentielle. Que feriez-vous si votre terre révélait soudain sa propre lumière ? En septembre 2025, un volcan que l'on croyait éteint a soudain changé le destin d'un pays enclavé. Sous le Somgand, les capteurs ont révélé un gisement de diamants si vaste qu'il bouscule à la fois la science, les marchés et l'équilibre des puissances. Comment cette découverte, placée sous la supervision d'Ibrahim Traoré, peut-elle faire du Burkina Faso un symbole d'émancipation plutôt qu'un nouveau champ de convoitise mondiale ? Dans les heures qui suivent l'anomalie, ce qui n'était qu'une mission de prospection routinière devient le début d'un récit où chaque décision compte. Lorsque la nouvelle du gisement de diamants du Somgand se confirme, le débat dépasse immédiatement la seule richesse minérale.